Bien, écoutez, merci en tous les cas pour cette invitation parmi des médecins généralistes. Vous êtes quand même ceux qui voient le plus les adolescents en France, même si ce n'est pas très souvent. C'est vous qui les verrez le plus régulièrement au cours de leur vie. Et donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous de ce sujet qui est délicat. Et les puristes m'excuseront de cette faute d'orthographe, mais je vous ne sortirai pas de ce topo avec une idée générique de la façon de parler de santé sexuelle aux adolescents. Je vous prie de m'en excuser, mais on pourra ouvrir la discussion. Je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts ni l'inverse. Et je vais poser d'abord la question pourquoi parler de santé sexuelle aux adolescents? Parce que la sexualisation est au cœur de leur transformation pubertaire, hormonale, staturale, psychique pour s'adapter à ce nouveau corps, psychique pour se différencier de la famille, être avec leurs amis, se construire comme quelqu'un de sexué, adulte, dans un contexte social et culturel. Ils vont se construire en se posant des questions, parfois en ayant des moments de réflexion sans réponse, et puis parfois en expérimentant des situations qui vont leur permettre d'avoir des embryons puis des réponses. Il faut savoir également que l'adolescent, quand on regarde la littérature, présente une maturation c'est la dernière phase de maturation cérébrale et elle finit par les régions frontales, qui sont les zones de gestion des émotions. Et on peut imaginer que dans cette situation qui est encore partiellement finie, que la sexualisation, qui est dynamique, qui n'est pas linéaire, est responsable de beaucoup de tensions et de beaucoup de situations qui l'interrogent, qui va être associée à un certain niveau d'exploration, mais un mélange de sentiments comme des pulsions, des désirs, des envies de passer à l'acte, et puis des interdits, et puis tous ces éléments vont être effectivement présents dans sa tête et vont pouvoir progressivement s'apaiser ou prendre telle ou telle orientation. Pourquoi parler aussi de ce sujet? C'est parce que l'âge médian des rapports sexuels en France est de 17 ans, avec plus bas des situations de rapports sexuels précoces chez les moins de 15 ans et très précoces chez les moins de 13 ans, qui sont quand même moins de 13 ans et moins de 15 ans des groupes assez spécifiques. Mais après 18 ans, on observe qu'une portion non négligeable de jeunes adultes n'ont pas eu encore de relations sexuelles. Et donc on a affaire aussi à une population très hétérogène, très polymorphe, dont les pratiques sexuelles pour certains sont complètement différentes de celles de leurs aînés, et où la question c'est à la fin, c'est quoi le job? Alors évidemment, c'est la prévention des risques et des soins chez des mineurs qui sont fragiles, qui ont moins de 18 ans, mais qui sont évalués très partiellement à partir des marqueurs de santé sexuelle traditionnels, sur le préservatif dont l'utilisation diminue au cours du temps, qui montrent que le VIH n'est plus au centre des préoccupations des lycéens, et qui s'accompagne d'une augmentation des infections sexuellement transmissibles chez les 15-24 ans. Pour la fertilité, on observe également l'usage plus fréquent sur cette tranche d'âge de la contraception du lendemain, qui est parfois le mode de contraception de ces adolescentes. Et puis, par effet de réplique, l'augmentation, un taux d'IVG qui n'est pas négligeable chez les 15-17 ans, puisqu'il considère 7,6 cas pour 1000 femmes. Et puis, il y a d'autres marqueurs de santé sexuelle qui sont peu ou pas explorés. Ils n'abordent pas ou indirectement les violences sexuelles, les agressions, les attouchements, les harcèlements, les expositions à des images pornographiques, les relations sexuelles sous emprise. Les agressions sexuelles chez les enfants et les adolescents, c'est entre 5 et 15% des garçons, 15 et 30% des filles. Et 15% des adolescents auront eu des rapports sexuels non consentis par coercition physique, psychologique ou chimique. Alors c'est aussi un sujet que les médecins ne sont pas les seuls à discuter, puisque la famille, souvent la mère, la fratrie, les amis, l'école depuis 2001, même si c'est un peu compliqué, l'infirmière scolaire quand on en a encore une, et puis des portails de santé publique, type onsexprime.fr, Fil Santé Jeune, qui sont merveilleusement bien faits, qui ont des éléments de tutos, de réflexion qui sont vraiment très pédagogiques. Et puis derrière, on peut avoir de la présence humaine, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans les centres de planning, et donc peuvent effectivement, et dans les centres de dépistage, peuvent avoir une relation directe avec ces adolescents. Qui aussi, dans la santé sexuelle au sens large, et puis les catégories de pratiques sexuelles à risque et ou classées X. Globalement, on a vu que les chiffres qui concernaient les plus de 10 ans, qui pouvaient déjà avoir vu des images pornographiques, le smartphone, ils en ont tous, et donc c'est l'accès à Internet. Avant, on avait un code parental sur nos bons vieux ordinateurs, et maintenant, c'est fini. Et donc, ces appareils qui leur permettent de s'affirmer dans l'espace public, qui leur permettent de figurer un idéal d'eux-mêmes,
qui leur permet d'être en relation avec les autres, de partager de la culture, peut-être aussi dans une relation intime, l'occasion de publier des photos de soi nues ou dans des situations compromettantes, ou des sextings. Et tout ça sur la toile, sur Snapchat, sur Instagram, peut entraîner des dégâts majeurs. Et puis, une partie de leur sexualité, parce que là on ne va plus parler de santé sexuelle, se fait à l'aide d'expositions ou malgré l'exposition à des images pornographiques extrêmement trash, dont ils vont effectivement avoir parfois des réviviscences traumatiques. Alors, qui parle de santé sexuelle, les recommandations sont pour une complémentarité des manières, des lieux, des moments, adaptés au parcours et à l'environnement des adolescents, qui est extrêmement variable. Et donc, information, prévention, soins, oui, avec des risques somatiques mis en avant, mais qui sont trop restrictifs, l'évaluation du contexte psychologique, et puis celui de la qualité. Là, je laisserai ça aux sexologues d'adultes, puisque définir la qualité d'un rapport sexuel d'un adolescent, personnellement, j'y arrive pas. Et nous, là-dedans, alors je suis désolé, je n'ai pas trouvé de photos de médecins femmes, mais quand je vois la démographie, j'aurais dû chercher davantage, mais elles étaient moches, les photos que j'avais. Bon. Et donc le rôle des médecins varie beaucoup selon la spécialité. Moi, j'ai des collègues gynécos qui disent « mais oui, il n'y a pas de problème pour parler de sexualité aux ados », et oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en fonction de l'âge, en fonction du sexe de l'adolescent, puis on verra d'autres freins plus tard, globalement, c'est trop peu abordé en soins primaires. Le niveau d'information, les sources, la façon de se les approprier ne sont pas connus de la part des médecins. Et il faut améliorer le rôle des médecins de première ligne. Ça concerne aussi les pédiatres qui voient des ados, hein, je ne m'exclus pas du tout de ça, et les médecins généralistes pour effectivement informer, évaluer, soigner et orienter. Et pourtant, on a une mine d'informations. Si vous tapez sur Google, si vous tapez sur PubMed, vous allez avoir des publications partout. L'OMS, les guides, les outils, les groupes à risque, les personnes ressources, les infections, les contraceptions du lendemain, etc. Il y en a partout. Et quand on regarde le bouquin de l'INPES entre nous, il y a quelques vignettes cliniques qui vous disent un petit peu comment faire, mais c'est assez succinct. Enfin, je trouve on peut faire mieux. Et il n'y a pas de guide d'entretien sur la santé sexuelle des ados en consultation. Alors, comment on en parle ? Dans le contexte d'une consultation adolescent classique, bonjour, je me présente, c'est qui demande quoi ? On va faire un entretien singulier, on va pouvoir parler des thématiques spécifiques avec des clauses de confidentialité, et puis ensuite on fera une restitution, de ce qui sera restituable, aux parents qui est présent. Alors, 3 situations pour parler de santé sexuelle aux adolescents. Le motif n'a rien à voir avec le sujet. Et donc là, il va falloir l'aborder au milieu des autres thématiques de prévention. Et donc, globalement, nous, l'habitude qu'on a, c'est d'utiliser l'acronyme AIDS, mais il y en a d'autres, en sachant que la sexualité, l'adolescent préfère qu'on en parle en premier, les médecins. Et puis, l'idée, c'est de recueillir ses représentations, ses savoirs, ses relations, ses partenaires, ses ressentis, sa contraception, la façon de se protéger. Dans un contexte de dialogue, l'idée, c'est pas de faire oui-non, c'est d'essayer qu'ils partagent cet échange et qu'ils se sentent intégrés, sinon c'est raté. Mais c'est pas grave, ça peut être fait plus tard. Les principes, donc, c'est la confidentialité, c'est l'interroger si possible en dehors de l'examen clinique, en face à face, en regardant un peu le langage non verbal, en s'adaptant à son niveau de développement, en limitant la prise de notes et puis en reformulant. Ce qui est à éviter, c'est poser la question pourquoi. Moi, j'ai eu une adolescente il n'y a pas longtemps qui m'a dit lui, je lui ai fait une fellation. Je me suis dit mais pourquoi elle a fait ça ? Enfin, je n'avais pas mes lunettes, mais j'ai rien dit, quoi. Je veux dire, j'étais stupéfait, mais j'ai rien dit, ça se voyait pas. Donc, d'avoir des présupposés sur l'identité de genre et sur l'orientation sexuelle et les comportements sexuels, avoir des commentaires ou des expressions, ou se retrancher derrière un langage médical hautement technique. Alors, on peut proposer de partir de la romantic relation. Est-ce que tu es amoureux, amoureuse d'un garçon, d'une fille, quel que soit le sexe de l'adolescent en face ? As-tu déjà eu des rapports sexuels ? Comment tu t'es protégé ? Est-ce qu'il y avait effectivement un risque infectieux ? Est-ce qu'il y avait un risque de grossesse ? Comment tu gères ? Comment tu aurais aimé gérer ? As-tu déjà rencontré ou peur de rencontrer des situations compliquées pour toi ? Et quelles seraient les personnes ressources dans ce cas-là ? Est-ce que tu te sens prêt à dire oui ou non vis-à-vis d'une proposition sexuelle ? Et aussi les sensibilités au risque de ne pas être dans une coercition chimique avec l'alcool, le cannabis et puis d'autres substances qui pourraient effectivement faire qu'ils aient des rapports sexuels sous contrainte. Et puis on peut parler ensuite de la vaccination anti-HPV. Et si vous êtes plus à l'aise de parler de vaccination au départ, vous mettez la vaccination anti-HPV au début, puis ensuite, vous déroulez. L'autre motif de consultation, c'est oui. Là, c'est facile, demande de contraception, des préoccupations anatomiques, j'ai une asymétrie mammaire, j'ai un zizi qui est trop petit, je voudrais me vacciner, j'ai d'autres questions, je voudrais un dépistage. Là, c'est simple, effectivement, vous déroulez. Le dernier motif, c'est les motifs indirects qui concernent les violences sexuelles, et on voit systématiquement des adolescents qui ont été victimes de ce type de situation.
Ça concerne 40% des mineurs. Le pic, c'est 10-15 ans chez les filles et beaucoup plus jeune chez le garçon. C'est sous-estimé. 70% des victimes ne portent plainte ou n'en parlent qu'après 12 ans. Donc retard de dépistage, fort impact psychotraumatique, avec le rapport de l'Institut des violences sexuelles aux enfants et adolescents qui montre jusqu'à 40% de retentissement de santé physique et 95% en santé mentale. Alors, ce qui va pouvoir attirer l'attention des médecins lors des entretiens cliniques, ça va être les syndromes de stress post-traumatique, ça va être la lignée dépressive, ça va être les troubles des conduites, les comportements à risque, addiction précoce, toxique, fugue, tous les troubles du comportement alimentaire, hyperphagie, bulimie, vomissement, anorexie mentale, difficultés relationnelles et scolaires. Sur la lignée somatique, on va être plus sur des troubles somatoformes, des syndromes douloureux chroniques, pelviens, abdominaux, céphalées chroniques, et puis des signes urinaires qui sont très évocateurs. Une énurésie secondaire qui est arrivée vers 11-12 ans, s'il n'y a pas un diabète ou un truc évident, c'est suspect. Les troubles digestifs, c'est encore pire. Les scarifications, pas les classiques, si j'ose dire, sur la face antérieure des avant-bras, mais sur le haut des seins, la face interne des cuisses. Ça, en général, ça montre qu'il y a eu des situations de violence. Et puis, c'est l'association, parce qu'évidemment, dès que vous allez vous retrouver vis-à-vis de cette situation-là, on ne va pas imaginer qu'il y a forcément ça derrière. Mais c'est leur association, l'apparition brutale de tout ça. La demande de consultation rapprochée qui doit vous faire dire qu'il y a un souci. Alors, comment en parler ? Il y a des freins, parce que vous n'avez pas une consultation qui est très longue. La formation et la pratique, ça dépend de votre cursus. Ce n'est pas toujours facile de parler pour des hommes à des jeunes filles, pour des femmes à des jeunes hommes. Ce n'est pas toujours facile d'interroger les adolescents. On interroge plus facilement les adolescentes. C'est tabou. Donc, c'est tabou pour la société. Vous faites partie de la société, les adolescents aussi, leurs parents aussi. Et donc, il y a aussi le vécu personnel de s'être pris des situations compliquées ou d'avoir nous-mêmes des situations de violence sexuelle ou de situations de santé sexuelle compliquées. Et puis, ça signifie de gérer un problème complexe, s'il y a un problème. Et donc, derrière, il faut s'appuyer sur les partenaires institutionnels. On a parlé des deux premiers tout à l'heure. Je voudrais quand même placer l'hospitalisation. Les urgences, les services d'hospitalisation sont là pour débrouiller des situations compliquées. Et puis, il y a la cellule de recueil des informations préoccupantes. Vous pouvez les appeler. Ils sont très disponibles et très adaptés. Et puis, il y a les réseaux Internet, par exemple, le 3018, qui permet pour le revenge porn, là, quand vous avez des publications de photos, de vidéos, vous leur envoyez, vous les appelez, ils enlèvent les photos et ils vous aident pour déposer plainte. Et puis, il y a la police judiciaire, des brigades des mineurs, que ce soit les brigades de mineurs à proprement parler, ou la gendarmerie ou la police. Les leviers, consultation prévention dédiée, vieux fantasmes des médecins d'ados. Les ROSP, plus ciblés sur les indicateurs de santé, mais pas seulement somatiques. Et des outils, parce que vous utilisez beaucoup d'outils, alors soit avec des scores, soit en utilisant certains items. Et nous, on est partisans de la construction partagée d'un outil légitime sur la santé sexuelle des ados, incluant les adolescents, les médecins et les parents. Et c'est ce qu'on essaie de proposer sur un appel d'offres d'un PREPS, avec le département de médecine générale de Paris et de Clermont-Ferrand-Auvergne, pour effectivement, sous l'initiative du groupe de recherche clinique de médecine santé ado, pour justement favoriser ce type d'outil qui serait quand même bien pratique pour interroger ces ados. Merci pour votre attention.